le fossé que souvent on a voulu mettre entre l'homme et l'animal est beaucoup plus restreint que ce qu'on veut bien dire. Déjà, en observant certains animaux, on constate combien ils sont proches de nous. Sur la diapositive ici, par exemple, on a rassemblé un être humain au centre et deux chimpanzés à droite et à gauche. Vous voyez que la ressemblance est frappante. Même sourire sympathique, même petits yeux malins. Alors on voit tout de suite quelques différences quand même, c'est-à-dire que sur l'être humain, vous voyez qu'il y a des habits, des lunettes, donc on peut considérer qu'il a une activité technologique qui est assez différente de celui de ses cousins chimpanzés. Alors pas tout à fait aussi performante que les nôtres. En fait, on peut montrer qu'il y a des échelles dans la mémoire, avec des mémoires très frustes, comme l'habituation par exemple, ou encore les conditionnements, et puis des mémoires beaucoup plus compliquées, comme la mémoire spatiale, la mémoire des règles, ce qu'on appelle la mémoire cognitive. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, on peut montrer que la plupart des groupes d'animaux présentent des mémoires, et avec une hiérarchie qui s'établit au fur et à mesure de la complexité du cerveau. Les plus performants, ce sont les vertébrés, depuis les poissons jusqu'aux mammifères, et puis les pieuvres, qui sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on avait pensé. Les pieuvres ont des capacités de mémoire assez comparables à celles des mammifères et des oiseaux. Elle ne vit pas en société. Et même que ça, même encore, elle n'est pas familiale. C'est-à-dire qu'elle pond ses œufs, elle n'est pas capable d'éduquer ses petits. Donc c'est un animal qui elle utilise des outils, elle peut fabriquer des maisons dans des coques de noix de coco, enfin, elle fait des choses extraordinaires. C'est un animal tout à fait intelligent, mais qui n'a peut-être pas autant progressé par l'évolution, justement parce qu'elle est solitaire. Le jour où, entre guillemets, l'évolution mettrait, c'est de la science-fiction, hein, mettrait au point une pieuvre familiale et sociale, là on aurait fait un grand pas en avant, mais peut-être que ça se fera le jour où notre espèce aura disparu pour différentes raisons. Comportement qui se propage entre des animaux sans passer par les bases génétiques ou biologiques, c'est-à-dire par l'imitation, par l'enseignement, etc. Bien sûr, ça suppose l'existence d'un cerveau. Et plus le cerveau est puissant, plus a priori la culture peut être importante. Mais ce n'est pas tout. Ça suppose surtout non seulement un cerveau, mais une socialisation. La culture, c'est une nécessité pour des animaux qui ont une vie sociale. Et donc, on va trouver des phénomènes culturels essentiellement chez les animaux sociaux. Alors on peut montrer, l'éthologie a montré récemment que on trouve des tas de phénomènes de type culturel chez beaucoup d'animaux, notamment l'outil, les
puisque vous savez que Descartes et les cartésiens avaient dit que seul l'homme avait une conscience. Alors, aucun scientifique moderne ne soutiendra une pareille imbécilité. La conscience existe chez les animaux les plus évolués. Personne ne contestera le fait qu'un chien a une certaine forme de conscience, ou un chat. En fait, les philosophes ont distingué deux types de conscience. La conscience appelle la conscience d'accès et la conscience phénoménale. La conscience d'accès, c'est la conscience de l'environnement. Et celle-là, tous les, entre guillemets, grands animaux, disons les vertébrés et les pieuvres pour simplifier, et peut-être d'autres, ont une conscience d'accès. Ils ont la conscience de l'environnement. Un chien sait très bien qu'à tel endroit, on risque de tomber, à un autre endroit, il y a quelqu'un qui donne des coups de bâton, il ne faut pas y aller, un troisième endroit, il y a une source de nourriture, etc. etc. Donc il a conscience de son environnement, c'est ce qu'on appelle la conscience d'accès. Plus délicate, c'est la conscience phénoménale. Ça, c'est la conscience d'être conscient. Je me sens conscient. Alors les partisans de la rupture sont à nouveau intervenus en disant, ben, c'est très clair, il y a une conscience d'accès chez les animaux, mais la conscience phénoménale, c'est une spécificité de l'homme. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le test du miroir permet de démontrer l'existence d'un certain type d'une ébauche au moins, d'une ébauche de conscience phénoménale chez certains animaux. Ça a été démontré chez un éléphant, une pie, des dauphins et beaucoup de chimpanzés. Je vais vous expliquer comment on le fait chez le chimpanzé, c'est plus simple. Le principe est le suivant, vous avez un chimpanzé qui dort et vous peignez une tache de peinture sur son crâne à gauche. Le chimpanzé se réveille, se regarde dans le miroir et il cherche à effacer la tache, suggérant par là qu'il se reconnaît dans le miroir, qu'il ne pense pas que c'est un autre chimpanzé. Donc il y a le test du miroir, ça ne marche pas avec tous les animaux, hein, mais chez ces animaux-là, ça montre l'existence au moins de l'ébauche d'une conscience de soi chez certains animaux.